Donc là, on va voir le patient à un stade avancé. Et on va commencer par une vignette clinique. Donc, c'est un patient qui a 63 ans, une patiente qui est suivie pour une maladie de Parkinson depuis 10 ans. Et elle présente depuis 2 ans des fluctuations motrices, des dyskinésies qui ne sont pas contrôlées par toutes ces adaptations thérapeutiques qu'a proposé Monia. Actuellement, elle est sous un comprimé de Madopar toutes les 2 heures, en plus d'une prise ou deux en milieu de nuit, s'il se réveille bloqué. Sous pramipexole 2,1, domperidone 3 comprimés par jour, avec une efficacité de 1h30 et des ON très dyskinétiques malgré 3 comprimés d'amantadine. Donc, si on veut analyser ce patient, donc il est... ça passe? Donc, il est âgé de 63 ans, ou âgé, bon, c'est pas grave, de 63 ans, donc on est à un âge inférieur à 70 ans, il a des fluctuations motrices et des dyskinésies, et il prend toutes les 2 heures, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 8 prises par jour. Donc, on a dépassé les 5. Il prend un agoniste de la domperidone pour améliorer la motilité gastrique, pour améliorer les délais on, et l'efficacité de 1h30, c'est-à-dire qu'on a 30 minutes, donc à chaque fois quand il prend le médicament toutes les 2 heures, efficacité de 1h30 et 30 minutes où il est off. Qu'on multiplie par 8, ça fait 4 heures de off ou même plus, et des on très dyskinétiques, donc on est au moins à plus de 2 heures par jour de on. Et donc, voilà, au stade de complications motrices non contrôlées par les médicaments, pensez aux thérapies invasives, c'est-à-dire la règle des 5 de 1 qu'a présenté professeur Ahmani. Donc, on a ces 5 prises par jour de médicaments dopaminergiques, au moins 2 heures off et au moins 1 heure par jour de dyskinésie. Et enfin, cette règle des 5 de 3, c'est basé sur l'étude donc de cohorte où on a comparé les patients qui ont ces critères versus les patients qui ne satisfaisaient pas ces critères. Et bien, ces patients avaient un Parkinson plus grave, c'est avec plus de chutes, plus de taux d'hospitalisation, plus d'insatisfaction du traitement, avec une qualité de vie donc médiocre et plus de charges pour les dents. Donc, cette théorie de 5 de 1 est valide. Alors, donc, à ce stade où il commence à avoir donc, ces critères, eh bien, on va commencer à parler, à penser aux thérapies invasives. Donc, on a 2 types de thérapies invasives, soit les thérapies chirurgicales, entre stimulation cérébrale profonde et thérapie chirurgie lésionnelle, et les systèmes de pompe. Et donc, on va commencer par les thérapies chirurgicales, avec en premier lieu la stimulation cérébrale profonde. Donc, le principe, c'est une modulation du fonctionnement des ganglions de la base par des électrodes qui sont reliés à une batterie sous-cutanée qui délivre un courant continu. Et ce qui est intéressant pour la stimulation, c'est que c'est une technique qui est réversible, qui est adaptative, et on peut faire une thérapie bilatérale. Alors, les cibles, on a le noyau sous-thalamique, les GPI et les thalamies en fonction de la présentation clinique du patient. Et on a des contre-indications, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va vérifier, vous nous envoyez les patients pour une sélection par rapport à la chirurgie. Donc, la chirurgie est contre-indiquée au-delà de 70 ans, un patient qui présente des troubles axiaux, dysarthrie, freezing on, chute, des troubles psychiatriques, cognitifs, et si on a un test à la L-DOPA inférieur à 50%. Je rappelle juste que pour le diagnostic, 30% est suffisant pour les diagnostics. Mais pour une bonne réponse à la stimulation cérébrale profonde, il faut vraiment que le patient réponde, donc s'améliore de plus de 50% après la prise de L-DOPA. Et donc, vous avez la prise du matin auquel vous ajoutez 50 mg, ou si ce n'est pas une forte dose, on peut calculer 150% de la dose matinale. Donc, le choix entre les cibles, donc pour le STN, c'est les patients, il faut qu'ils soient cognitivement stables, avec un besoin de réduction du traitement dopaminergique. Et on a des effets indésirables, c'est les troubles cognitifs, la dépression et les troubles du contrôle des impulsions. Pour le GPI, c'est plutôt les patients dyskinétiques, avec peut-être des troubles cognitifs et comportementaux. Ça, c'est juste pour choisir entre les deux. Mais bien sûr, l'indication est là, c'est un patient qui est fluctuant, qui est dyskinétique, etc. Pourquoi ce choix? Parce que si on va utiliser les effets secondaires pour poser l'indication, essentiellement,
Donc, chez un patient qui est cognitivement, cognitivement altéré, ben, le GPI semblerait donner moins donc, de complications cognitives. Le problème avec le GPI, c'est que vous améliorez les dyskinésies, vous améliorez les périodes off, mais on n'arrive jamais à diminuer la dose de lévodopa, alors qu'avec le STN, on peut diminuer la dose de lévodopa. Et on trouve que même avec le GPI, on peut même améliorer les troubles de l'humeur. Alors pour le VIM, donc c'est essentiellement le Parkinson tremblant et la stimulation du VIM comme effet secondaire, c'est les dysarthries et les troubles de la marche. Alors, donc, il y a des effets secondaires à la stimulation cérébrale profonde qui se voient donc chez moins de 50% des patients, avec parfois plusieurs effets indésirables associés. Vous savez, c'est une chirurgie, donc il y a les effets secondaires liés à la procédure, une hémorragie intracérébrale, des crises d'épilepsie, mais ça, c'est pas très fréquent. Le principal effet indésirable, c'est l'infection, et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 22%, c'est-à-dire un patient sur 5 pourrait faire donc une complication infectieuse. Et puis, il y a des effets secondaires liés à la stimulation, entre la prise de poids, entre l'apathie dont a parlé Dr Atmani ce matin, donc où là, voilà, le patient n'apprécie pas l'effet bénéfique de la stimulation parce qu'il reste quand même apathique. Et c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de problèmes de couple après la chirurgie, parce que pour le conjoint, il s'est amélioré, mais on n'a pas gagné grand-chose en termes de participation dans les responsabilités de la famille, etc. Donc, si la stimulation cérébrale profonde, soit qu'elle est contre-indiquée, soit qu'elle n'est pas disponible donc dans le centre, soit qu'elle est refusée par les patients, et souvent ils vont dire non, chirurgie du crâne, donc je refuse. Même si l'indication est là, on peut leur proposer donc la thérapie lésionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme thérapie lésionnelle? On a donc la chirurgie, donc la lésion par radiofréquence, on a la radiochirurgie gamma knife, et on a donc la MFUS. Donc, pour la chirurgie lésionnelle par radiofréquence, le principe, c'est de faire une lésion focale par thermocoagulation. La procédure est unilatérale parce que quand on fait une lésion bilatérale, les effets indésirables sont plus importants. Et l'avantage, c'est qu'il y a moins de risque d'infection. L'approche est moins coûteuse, surtout pour les pays en développement, ou bien chez des patients qui n'ont pas la possibilité de venir à chaque fois au centre pour faire les réglages nécessaires à la stimulation cérébrale profonde. Et les cibles, donc ça peut être le pallidum ou le noyau sous-thalamique, et de plus en plus, donc cette cible donc, est associée, c'est le faisceau pallido-thalamique, et on va voir pourquoi. Alors les résultats sont intéressants parce qu'ils sont immédiats en péropératoire, et les effets indésirables sont liés à la procédure chirurgicale en elle-même, c'est-à-dire l'hémorragie et l'infection. Alors, deuxième thérapie donc lésionnelle, c'est la radiochirurgie stéréotaxique gamma knife. Donc, dont le principe, c'est donc des faisceaux ionisants donc étroits provenant de 192 sources de cobalt réparties en cônes et qui vont délivrer en une fraction à dose forte donc une lésion. Donc qui est vraiment très focale au niveau du volume cible, avec un risque minimal pour les structures donc avoisinantes. La procédure également, c'est unilatéral, mais le problème, c'est que l'effet est retardé. Vous avez un effet 1 mois à 6 mois après, donc, après le geste. Et l'indication, c'est essentiellement les formes tremblantes et fluctuantes, ou bien quand on a une contre-indication ou inaccessibilité à la stimulation cérébrale profonde. Alors pour les cibles, on peut avoir comme cible le VIM, donc pour les patients tremblants, mais aussi le pallidum pour les patients dyskinétiques et bradykinétiques. Pour le noyau sous-thalamique, il y a beaucoup d'œdème et donc les effets ne sont pas satisfaisants. Alors juste pour vous montrer le planning donc, et le ciblage, donc on calcule la dose, on sait quelle est la dose, comment répartir cette dose au niveau donc du noyau. Dans le ciblage se fait par voie stéréotaxique, et puis on fait une tractographie pour voir est-ce que ce ciblage va toucher la capsule interne pour réduire le volume donc de la dose à délivrer, et comme ça éviter les effets secondaires. Et donc là, vous voyez que dans le planning avant le gamma, donc on a déterminé cette cible, et 6 mois après le gamma, donc on a vraiment à peu près donc le même volume de cible. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque d'infection ou d'hémorragie puisque ce n'est pas une chirurgie, et on n'a pas besoin d'anesthésie générale, et donc l'indication est possible chez le sujet âgé et chez même les patients sous anticoagulants. Alors pour les effets secondaires,
elles sont liées à un œdème périlésionnel chez des patients qu'on appelle des patients hyper-répondeurs. On n'a pas de critères pour dire quels sont qui vont être hyper-répondeurs ou pas, mais on peut avoir donc cet effet, donc un œdème périlésionnel, et on met de la corticothérapie pour éviter les effets secondaires. Ces effets, c'est des paresthésies, une hémiparésie, une ataxie, une dysarthrie. Pour la plupart, ils sont transitoires, mais parfois, ils peuvent persister. Et on a aussi, ça, c'est les normorépondeurs. Vous voyez donc la petite lésion. Et là, c'est donc les hyper-répondeurs. Et on a 10% de patients non-répondeurs. C'est-à-dire, après 6 mois, il n'y a aucune lésion au niveau du thalamus. C'est des non-répondeurs. Alors, troisième technique, c'est la chirurgie par ultrason focalisée guidée par l'IRM. C'est une procédure chirurgicale qui utilise l'énergie acoustique, d'accord, pour induire une lésion thermique des tissus biologiques. Et en fait, c'est des vagues d'ultrasons concentrées de forte intensité qui vont être délivrées à travers le crâne pour donner une lésion thermique. Alors la procédure, la même chose, elle est unilatérale, on est dans du lésionnel, et les résultats sont immédiats, contrôlés en paire-procédure avant de faire donc la lésion définitive, c'est-à-dire qu'ils augmentent l'intensité ce qu'on appelle les sonications, ils augmentent l'intensité jusqu'à obtenir l'amélioration essentiellement donc, du tremblement. Et puis, quand l'effet est positif, c'est là où ils augmentent la température pour faire la lésion définitive. Donc, le contrôle se fait en péropératoire. Alors, le seul impératif, c'est que tous les patients ne sont pas candidats parce qu'il faut un ratio de la densité du crâne supérieur à 0,35. C'est-à-dire, est-ce que l'os du crâne est perméable aux ultrasons ou pas pour que l'effet biologique ait lieu. Alors, la cible, on peut cibler le VIM pour le Parkinson tremblant, mais asymétrique. On peut avoir comme cible le pallidum interne pour les Parkinson fluctuants et ou dyskinétiques. Et pour le STN, on a choisi, vous voyez là, le noyau sous-thalamique, et on a des fibres qui communiquent entre le pallidum et le thalamus. Et donc, ces fibres, on étend la lésion à ces fibres pour éviter l'effet dyskinétique, l'effet secondaire dyskinétique de la lésion du noyau sous-thalamique. Donc, on lèse le noyau sous-thalamique pour avoir un effet anti-parkinsonien et on ajoute une lésion au niveau de ces faisceaux pour éviter les dyskinésies ou le balisme donc secondaire à la lésion. Alors maintenant, c'est beau, on a ces thérapies lésionnelles, mais il y a des Parkinson qui sont, l'handicap est bilatéral. Alors peut-on justement proposer une lésion bilatérale? Oui, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire que il faut que le patient n'ait pas de dysarthrie, n'ait pas de trouble de l'équilibre sous-jacent, que la première lésion n'ait pas entraîné d'effets indésirables, même transitoires, et la procédure doit être différée, c'est-à-dire après 6 mois ou 1 an, avec un contrôle neuropsychologique. Alors, la technique pour ces thérapies bilatérales, c'est la radiochirurgie, et on a plusieurs études qui ont montré l'efficacité avec peu d'effets secondaires, et donc la technique par ultrason. Donc, en termes d'indication chirurgicale, si on a un patient jeune bien contrôlé par les médicaments oraux, eh bien, on va continuer les traitements oraux avec une activité physique régulière et on sait que donc ça fait beaucoup de bien aux patients. Maintenant, si c'est un patient jeune, mais sa qualité de vie est altérée et son autonomie est peu préservée, avec des facteurs de bonne réponse à la stimulation, c'est-à-dire on a éliminé toutes les contre-indications, eh bien, la stimulation cérébrale profonde reste la meilleure indication. Maintenant, si le patient est âgé ou il a des contre-indications à la stimulation cérébrale, eh bien, on va proposer la chirurgie lésionnelle. Alors, en termes de chirurgie lésionnelle, comment choisir entre donc, ces thérapies? Eh bien, si la lésion par ultrason, l'appareil est disponible, on va mesurer le ratio de densité du crâne par un scanner. Si donc il est supérieur à 4, donc c'est la meilleure indication. Donc pour actuellement, les ultrasons, c'est la première indication s'il est disponible et le ratio donc, de la densité du crâne le permet. Ben, sinon, on va vérifier si le malade est sous anticoagulant ou fragile. À ce moment-là, on va préférer plutôt la radiochirurgie parce qu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'ouverture du crâne. Sinon, il est sous anticoagulant, il est fragile. Ben, il n'est pas sous anticoagulant ou fragile, donc on va proposer la thermocoagulation et elle ne coûte pas cher et elle est disponible donc à Rabat. Donc maintenant, est-ce qu'on peut associer les deux techniques? Bon,
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut proposer une stimulation cérébrale profonde après thérapie lésionnelle? Oui, on peut avoir une lésion unilatérale et puis faire une stimulation contralatérale pour éviter les effets secondaires d'une lésion bilatérale. Ou bien, c'est une thérapie de sauvetage, c'est-à-dire on a eu un effet insuffisant donc, de la chirurgie lésionnelle avec récidive des symptômes et on va proposer la stimulation. Ou bien, une thérapie lésionnelle après stimulation, oui, c'est des patients qui font des infections à répétition du matériel de stimulation et là on va utiliser ce matériel lui-même pour créer la lésion. Donc, on voyait un courant électrique à travers l'électrode de stimulation, ou bien il y a une contre-indication, mais unilatérale à la stimulation. Donc, en termes de thérapie invasive, on a les systèmes donc, de pompe. Donc, on a d'abord la pompe à apomorphine. C'est une pompe à infusion sous-cutanée d'apomorphine. Donc, on peut perfuser le patient 16 à 18 heures, voire même 24 heures sur 24 s'il est très fluctuant, avec possibilité d'extrabolus selon le besoin. Donc, il veut se déplacer, il peut s'auto-injecter un bolus. Et donc, ça permet quand même le principe de stimulation dopaminergique continue, donc pour éviter cette stimulation pulsatile des médicaments oraux. Donc, les indications, c'est les patients fluctuants ou dans l'attente d'une stimulation cérébrale profonde ou donc, dernièrement, l'indication, c'est des patients qui sont vraiment qui ont un problème d'insomnie lié à la kinésie nocturne. Bon, c'est un agoniste, donc il y aura des effets secondaires. Nous avons les hallucinations, les dyskinésies et on peut avoir des nodules sous-cutanés au point d'infusion. Deuxième thérapie, c'est la thérapie diodopa. C'est un gel de lévodopa-carbidopa qui est délivré de façon continue par une sonde de jéjunostomie. Donc, on met cette sonde jéjunale ou duodénale par gastrostomie endoscopique et elle est connectée à une pompe, donc attachée en ceinture, et on fait une perfusion de 16 heures et on peut la prolonger avec la même chose, possibilité d'un bolus matinal pour démarrer la journée. Les effets indésirables, c'est une chirurgie, donc on peut avoir un retrait accidentel du tube, on peut avoir une infection gastrique, voire même une péritonite. Et puis il y a des médicaments, c'est les hallucinations, c'est des douleurs abdominales, une aggravation des dyskinésies biphasiques et surtout une neuropathie périphérique qui peut se voir donc, chez ces patients. Donc un patient qui est diabétique, qui est déjà une neuropathie périphérique, ça ne serait pas la bonne indication de mettre la diodopa. Alors qu'est-ce qui est nouveau actuellement? C'est une nouvelle pompe jéjunale, mais qui associe l'entacapone à la lévodopa. Et donc, ça permet de diminuer de 35% la dose quotidienne de la pompe à infusion et une perfusion continue sous-cutanée. Donc, comme la perfusion d'apomorphine, il y a actuellement la perfusion de lévodopa en sous-cutanée avec une dose quotidienne qu'on peut donner de 600 jusqu'à 4250 mg. Donc, on a un patient qui a des fluctuations motrices, un tremblement réfractaire et des dyskinésies. Donc, c'est une indication chirurgicale. Alors, si c'est un patient qui a moins de 60 ans, qui n'a pas de symptômes axiaux, qui n'a pas de démence ni de dépression, eh bien, on va décider par rapport à l'habitat. Est-ce que le patient il habite à proximité d'un centre spécialisé? Est-ce qu'il est lui-même favorable à la procédure chirurgicale? Si c'est le cas, on va lui proposer la stimulation cérébrale profonde. Sinon, c'est une chirurgie lésionnelle. Maintenant, s'il y a une contre-indication, on va tenir compte de la présence ou non de dyskinésie. S'il existe des dyskinésies, en absence de dyskinésie, on préférera la pompe à apomorphine. En présence de dyskinésie, c'est plutôt le diodopa ou la pompe sous-cutanée à lévodopa. Mais à cette phase, il n'y a pas que ces symptômes qu'on vient de décrire, on a d'autres symptômes. C'est des patients qui ont des troubles donc, de la déglutition et donc ils bavent et donc il y a un risque de pneumopathie d'inhalation. Donc on peut leur proposer donc, le scopoderm patch, mais attention, sujet âgé, risque d'hallucination, c'est un anticholinergique, on donne un patch tous les 3 jours. Ou bien l'atropine en collyre, donc on met des colérants sublinguales, ou bien on leur donne tout simplement une gomme sans sucre à mâcher. Et le fait de mâcher la gomme stimule la déglutition. Mais également, des mesures hygiéno-diététiques, on va leur proposer de l'eau gazeuse. Cette eau pétillante qui pique un peu la gorge, elle rend la déglutition plutôt réfléchie qu'automatique, et donc ils contrôlent mieux sa déglutition. On peut leur proposer l'eau gélifiée, mais le problème avec l'eau gélifiée, c'est que le temps qu'ils la déglutissent, elle peut fondre, et donc on perd cet effet un peu gélatineux. Alors pour la fabriquer, on peut mettre 8 feuilles de gélatine à dissoudre à feu doux, puis à ajouter dans 1,5 litre d'eau, ou bien il y a la poudre agar-agar qu'on retrouve au supermarché,
une petite cuillère rase pour 1 litre d'eau à chauffer à 90 degrés pendant 30 secondes minimum et vous laissez refroidir et puis donc il va la manger à la cuillère. Et un élément important, quand il veut boire ou il veut manger, eh ben, cette attitude, donc il ne doit pas être donc couché, il doit avoir une flexion antérieure pour protéger les voies aériennes supérieures. Et aussi, il faut penser à améliorer la motricité labiale et de la déglutition. On peut à ce moment-là donner de l'apomorphine sous-cutanée juste avant le repas. Ça permettrait d'améliorer la kinésie et, bien entendu, éviter les anticholinergiques à ce stade parce qu'ils vont donner une sécheresse. Et donc, avec une sécheresse buccale, c'est difficile d'avaler, en plus des troubles cognitifs qui ne vont pas faire participer le patient à contrôler sa déglutition. Et on peut même chercher un spasme du sphincter supérieur de l'œsophage par un enregistrement, donc avec un avis ORL, où on peut à ce moment-là proposer une myotomie ou une toxine botulique. Alors pour la dysarthrie, donc on a ces méthodes donc de LCVT, donc qui visent donc d'augmenter l'amplitude de la voix et du recalibrage de l'amplitude vocale avec des exercices d'auto-entretien. Et pour les troubles de posture, vous voyez, donc il y a énormément de troubles de posture. On peut leur proposer déjà de la rééducation. Et on a donc, dans un travail de thèse, on a préparé des flyers à distribuer aux patients pour ces rééducations, mais aussi des orthèses. Ben, pour la comptocormie, il y a plein donc de corsets et qui soient rigides ou moins rigides, donc pour améliorer la comptocormie. Je vois des patients avec une canne, mais qui est toute basse, donc ça aggrave cette comptocormie. On préfère un déambulateur donc à appui élevé, donc ça va redresser quand même l'angle donc d'inclinaison. Pour le syndrome de Pise, donc il y a des corsets, comme les corsets anti-scoliose. Il y a des bandes adhésives pour attirer, pour vraiment contracter ces muscles. Il y a aussi pour les flexions des coudes et des genoux, donc des orthèses. Et puis pour l'antécolie, on a plein d'orthèses qu'on peut proposer, qu'elles soient rigides ou souples, voire même là, c'est rien du tout, c'est une élastique. Un élastique, donc, qu'on va mettre sur la tête pour soulever un peu la tête. Les patients qui font des chutes, eh ben, on va lutter contre les facteurs de fragilité entre malnutrition, donc dégager l'environnement des patients, mettre des rampes pour permettre l'appui des patients et éviter les médicaments sédatifs et renforcer l'activité physique du patient. Donc, ça améliore, ça diminue le risque de chute. Pour le freezing, il faut travailler la marche chez ces patients, même donc en tapis roulant, donc ça améliore les patients, en plus de ce qu'on appelle les cueing. Donc c'est des indices visuels et auditifs. Donc je vous montre juste un exemple. Il y a des gadgets, donc des cannes qui envoient un infrarouge ou même donc un gadget qu'on met sur les chaussures, qui vont émettre donc ce faisceau lumineux et le patient va marcher sur le faisceau lumineux. Le principe, c'est que quand un patient a un freezing, pourquoi il freeze? Il a un blocage de l'automatisme de la marche. Et donc, ce qu'on demande aux patients, c'est c'est initier la marche, mais c'est une marche réfléchie. Quand on leur demande, et les patients leur disent, ils montent les escaliers sans problème, mais sur un terrain plat, ils n'arrivent pas à marcher. D'accord? Donc, ce qu'on leur demande, tout simplement, c'est de soulever le genou, initier la marche en soulevant le genou. Ce n'est pas une marche automatique. Parfois, certains patients donc font une rotation externe pour démarrer la marche ou une marche latérale. Donc c'est le principe, il y a plein d'astuces, c'est de transformer une marche automatique en une marche volontaire, réfléchie, et donc ça permet de lever donc ce freezing. Voilà, je vous remercie.